puisqu'on était chaud avec Historio, comment c'était bien. Surtout moi, parce que lui là, ça va Pépère? Tu sens bien? Devant le feu? Tranquille? Faire tes poils en plus. Aïe aïe aïe. Puisqu'on était chaud, on s'était dit qu'on allait tout de suite vous parler des risques. Voilà. Alors pourquoi les risques? Pourquoi déjà vous parler des risques dans le cadre des projets, du management des risques? D'ailleurs, que ce soit dans le cadre des projets, de votre entreprise de manière générale, ou de vos relations clients-fournisseurs, etc. Déjà parce qu'un projet, c'est un risque à la base que vous prenez. C'est le risque de lancer quelque chose de nouveau pour avoir un résultat attendu. Et si ce résultat n'est pas au rendez-vous, vous aurez dépensé de l'argent, passé du temps, éventuellement créé des crispations, des tensions, pour un résultat qui n'est pas au rendez-vous. Donc vous prenez un risque. Par définition, un projet, c'est un risque. Il y a un changement, il y a quelque chose de neuf à faire, donc il y a un risque. Et pour éviter que ce risque ne devienne avéré, c'est-à-dire qu'effectivement vous n'ayez pas le résultat attendu, que votre projet explose en vol, diverge, etc., je vous invite très fortement, encore une fois cette expression, à prendre en compte et à considérer les risques, soit que génère votre projet, soit qui pèsent sur votre projet. Donc on va parler à la fois des risques que le projet lui-même va générer, donc identifier ces risques qu'il va créer, parce qu'il va déséquilibrer votre organisation, pour tout un tas de raisons. Et on va parler aussi des risques qu'il va subir, donc ils vont être importés dans le projet par des choses extérieures, alors parfois juste extérieures au projet, mais internes à l'entreprise, parfois complètement externes à l'entreprise, un fournisseur qui se plante, un partenaire qui vous fait défaut sur un financement, un client qui vous lâche et qui du coup fait que votre situation financière est perturbée. Bon, toutes ces choses-là peuvent aussi impacter le projet. Et donc, la première étape de la démarche, c'est de commencer à identifier les risques que vous allez devoir gérer pendant toute la durée du projet. Alors, pour ça, je vous propose dans le petit guide de survie que vous pouvez trouver en vous inscrivant sur sur le site pour avoir le livre sur les 5 clés pour manager et lancer correctement vos projets. Je vous propose un petit guide de survie avec une approche simplifiée. Et puis dans le livre Entreprise en mode projet, vous avez aussi des outils supplémentaires pour mettre en œuvre ce management des risques. Alors, tout d'abord, pour aider à identifier les risques, je propose une typologie. C'est-à-dire que vous avez les risques générés par le projet, une première réflexion là-dessus. Vous avez ensuite les risques qui sont subis par le projet du fait de facteurs internes à l'entreprise. Vous avez ensuite les risques qui viennent éventuellement de l'extérieur de l'entreprise. Et tout cela rentre dans différentes catégories. Donc, il y a des risques qui sont liés à la stratégie, des risques qui sont liés à l'organisation elle-même du projet, à l'organisation interne, ce que je dirais. Donc, tout ça, c'est des typologies. Vous avez des risques liés aux ressources humaines, vous avez des risques liés à vos achats, voilà. Donc, je vous propose une petite rosace avec les différentes typologies de projets, de manière à vous dire, tiens, si je réfléchis par exemple achat, j'en prends au hasard, si je réfléchis à achat, qu'est-ce que j'ai comme risque dans mon projet lié aux achats? Est-ce que je dois acheter des choses dans mon projet? Si je dois acheter des crayons, des gommes et des stylos, c'est pas très compliqué. Si par contre il y a une composante importante de mon projet que je dois acheter, imaginons que le projet lui-même c'est d'acheter un nouveau logiciel par exemple, là j'ai un risque achat qui est très important. Parce que si je me plante dans le choix de mon fournisseur, et que si ensuite, dans le suivi de la relation avec ce fournisseur, et dans la gestion de mon contrat avec ce fournisseur, je ne fais pas ce qu'il faut, mon projet va être très fortement impacté. Donc j'ai un risque achat, effectivement. Autre exemple, réglementation, j'ai risque réglementaire. Est-ce que mon projet peut être impacté par des évolutions sur la réglementation du travail? Si vous avez une boîte de BTP en ce moment, avec toute la période Covid, il y a des réglementations à tire-larigot qui arrivent, avec des protocoles d'accord, avec des machins qui sortent tout le temps, qui vont évoluer, etc., qui vont pour certains s'inscrire dans le dur, dans des nouvelles lois, qui pour d'autres sont à la durée de l'état d'urgence sanitaire, donc on va être fortement impacté par ces sujets-là. Donc oui, il y a des risques comme ça. Donc voilà, première approche, c'est commencer à réfléchir
typologie des risques par typologie à qu'est-ce que je pourrais avoir sur mon projet. Je vous livre, avec l'entreprise en mode projet, quelques risques classiques pour chaque typologie, de manière à vous guider. Et si vous n'avez pas sur votre projet, tant mieux. Sinon, c'est comme ça, le travail est déjà fait, et tant mieux aussi. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est bien beau d'avoir identifié les risques. Si vous ne savez pas quoi en faire, on est bien avancé. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une approche pour mettre en place les actions qui vont permettre de traiter ces risques. Alors, quand je dis traiter ces risques, vous allez voir, je ne parle pas de réduire, etc., je parle de traiter les risques. Classiquement, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a 7 leviers. 7 leviers pour traiter les risques. Le premier levier, c'est de surveiller le risque. Ça paraît assez évident, mais à partir du moment où vous avez identifié, par exemple, un risque, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme risque tous les deux, Ionesco ? Le risque qu'il pleuve au moment où Ionesco a envie de faire sa balade, comme aujourd'hui, la première chose que vous allez faire, c'est de surveiller le risque. Il est rare qu'il y ait un risque qui se produise effectivement dans la vraie vie sans avoir un certain nombre de signes annonciateurs. Donc, la pluie, on a la météo qui nous l'annonce quelques jours à l'avance, donc on surveille qu'on ne va pas avoir une tempête magnitude 3 au moment où monsieur a envie d'aller faire sa balade, par exemple. Donc ça, la première chose, surveiller le risque, identifier les événements annonciateurs du risque. Ça, c'est le premier levier, et ça nécessite parfois de faire une veille, de suivre un indicateur, de suivre ce qui se passe chez un collègue, chez un concurrent, pour voir s'il n'est pas lui aussi confronté à ça. Bon, il va y avoir tout un tas de manières de surveiller le risque. La deuxième manière de faire, c'est de réduire, de travailler à réduire la probabilité que le risque se produise. C'est ce qu'on appelle la prévention. On va, sur un risque qu'on maîtrise relativement bien, notamment, dont on connaît les mécanismes, prévenir en travaillant sur toutes les causes premières pour faire en sorte qu'il y ait moins de chances possibles que le risque se produise. Je ne peux pas trop reprendre le risque de la tempête, mais si par exemple, c'est notamment ce qu'on fait beaucoup quand on parle de prévention de la route. Alors, ils n'ont pas encore inventé des airbags pour chiens, mais c'est sûr que quand je prends Ionesco dans ma voiture, je lui fais subir un risque d'accident. Et que donc, Mysterio avec moi, je vais avoir une conduite différente si je l'ai dans la voiture que pas dans la voiture. Parce que je ne peux pas l'attacher. Donc je vais freiner plus doucement. Il a déjà la face écrasée, si en plus il se prend le tableau de bord à chaque fois que je freine, ça ne va pas le faire. Petit, il était malade en voiture, donc on avait aussi une conduite un petit peu adaptée par rapport à ça. Maintenant, ça va mieux, heureusement. Donc voilà, ce qu'on va parler de prévention, c'est tout un tas d'actions qui permettent de limiter les chances que se produise quelque chose. Ensuite, on a un autre levier, celui-là qui est un peu plus délicat, qui est, vous avez tous entendu parler du principe de précaution. C'est devenu quelque chose qui est maintenant dans le langage courant. Le principe de précaution, c'est dire, il est possible, peut-être, qu'il y ait un risque, mais on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. Sur les ondes de radiotéléphone, sur radiotéléphone, c'est un vieux mot que j'utilise. Vieux, quoi. Bon, bref, sur les ondes de 0,6, 0,7 maintenant. Donc, vous avez des indicateurs de la force des ondes, parce qu'on se dit, il est possible que peut-être à terme, ces ondes aient un effet nocif. Donc on a pris la précaution d'essayer de les limiter. Donc on a un principe de précaution qui consiste à dire, on ne sait pas vraiment si ça peut se passer, mais on va s'abstenir, dans le doute, de prendre le risque. Donc, dans ce cadre-là, c'est le troisième levier, c'est quelles précautions je peux prendre pour ne pas encourager quelque part ce risque-là. Donc là, on est aussi en train de travailler sur la probabilité, mais sur des choses dont on connaît moins bien les mécanismes. Le quatrième levier, c'est la réduction des impacts du risque si jamais il se produit. La réduction des impacts du risque si jamais il se produit, ça consiste à dire, bon, on ne pourra pas toujours empêcher
que le risque se produise, mais on a peut-être moyen de mettre en place quelque chose pour éviter qu'il ne soit vraiment catastrophique. Donc on va limiter ses impacts. Et par exemple, si je travaille avec Ionesco dans la voiture, que je l'emmène sur un long trajet, je vais éviter de le mettre à l'arrière, je vais plutôt le mettre devant, à mes pieds, bien calé, éventuellement avec des coussins, voilà, pour éviter que si jamais malgré tout il y a un coup de frein violent, j'ai pas un projectile dans la voiture qui fasse que Mysterio passe à travers le pare-brise ou aille s'écraser la face sur mon tableau de bord. Donc j'ai un certain nombre de dispositifs de protection, de réduction des impacts du risque. Voilà. C'est aussi les principes qu'on utilise dans la sécurité routière, c'est pour ça que je prends cet exemple. La ceinture de sécurité, c'est une mesure de réduction. Si vous avez malgré tout un crash, cette ceinture va vous retenir et faire en sorte que le truc soit moins grave. Donc ça, c'est le 4e levier. Le 5e levier, c'est l'externalisation du risque. Alors ça, c'est très très important. L'externalisation du risque consiste à dire, j'ai un risque, je ne suis pas la meilleure personne, parce que ce n'est pas mon métier, pour traiter ce risque-là. Donc, je vais m'adresser à quelqu'un dont c'est le métier, et je vais lui demander de faire ça à ma place. Quand vous dites à un couvreur d'aller rénover votre toiture, ou d'aller remettre les tuiles qui ont bougé suite à la dernière tempête, vous lui demandez parce que c'est lui qui est le mieux placé pour monter sur le toit. Le risque de tomber du toit quand on est un couvreur dont c'est le métier, il est nettement moins important que lorsque c'est vous qui allez sur le toit avec une échelle pas équipée et qui ne savez pas, au bout du compte, si vous risquez de glisser, si vous risquez de passer à travers le toit, etc. Lui, c'est son métier. Donc, je n'irai pas envoyer Mysterio non plus sur le toit, je vous rassure. Quoique, à 4 pattes, peut-être qu'il peut y arriver. Mais je doute qu'il mette les tuiles en place. Bon. Mais voilà, donc je vais quelque part confier cette mission à quelqu'un d'autre. Donc dans votre projet, c'est intéressant que vous disiez, tiens, j'ai peut-être des choses que je vais confier à l'extérieur. Donc ça, c'est le 5e levier quand il s'agit donc d'externaliser le risque. J'en parlais dans la dernière vidéo. Lorsque vous passez un achat en disant, tiens, je vais confier à quelqu'un le soin de gérer le stock de pièces de rechange, c'est parce que je ne veux pas, moi, avoir géré le risque de rupture d'approvisionnement de ces pièces, parce que je ne suis pas logisticien, c'est pas mon métier. Donc, je dis à un logisticien, j'ai des pièces de rechange à gérer, où j'ai besoin d'avoir à disposition en 48 heures, 7 jours, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Vous, c'est votre métier, vous fabriquez ces pièces, vous en gérez les stocks. Je vous demande de couvrir ce risque pour moi. Donc ça, c'est l'externalisation du risque. Ce qui demande de mettre en place d'autres leviers, puisque comme vous externalisez le risque, vous le confiez à quelqu'un d'autre, vous allez le faire par le biais d'un contrat, souvent. Donc ça peut être aussi une assurance, un contrat d'assurance, mais ça va être aussi un contrat d'achat, etc. Donc vous allez passer par des achats, ce qui est en soi aussi un autre risque. Donc il faut le faire de manière bien pilotée. 6e levier, c'est le plan B. C'est Hannibal Lecter, ou Mysterio dans ses grands jours, qui a toujours une solution, et qui dit, c'est pas grave, si ça se produit, j'ai un plan. Donc, c'est le plan B. Je sais par exemple que j'ai des pièces à long délai d'approvisionnement. Ces pièces, j'en ai un stock chez moi. Le risque, c'est que j'en ai besoin de 2, alors que j'en ai qu'une. Qu'est-ce que je fais? Plan B, j'ai un collègue, je sais qu'éventuellement, si jamais j'ai besoin de 2 pièces au lieu d'une au même moment, lui aussi, il en a. Je la paierai peut-être plus cher que si elle était chez moi. Ok. Mais ça me coûtera moins cher que d'en avoir 2 en stock, etc. J'aurai peut-être jamais besoin des 2 en même temps. Mais sinon, mon plan B, c'est je vais éventuellement aller chercher la pièce chez l'autre. Et je sais que le temps que j'aurai approvisionne, il y a peu de chances, vraiment, ce serait vraiment pas de bol, que j'ai besoin de 3 pièces. Ou qu'au moment où moi j'en ai besoin, le collègue en ait aussi besoin, qu'il ne puisse pas me le donner. Là, ce serait vraiment pas de bol.
c'est pas impossible, mais j'ai quand même réduit mon risque en ayant ce plan de secours. Peut-être d'ailleurs qu'on ne peut pas voir si la probabilité qu'on estime est suffisamment grande, un plan C. Si le plan B ne marche pas, j'ai encore cette possibilité. Donc, ça, c'est le 6e levier, les plans de secours. Et enfin, le dernier volet, qui est valable si vous avez des risques qui sont vraiment très très importants, c'est de préparer la crise. C'est de se dire, ok, malgré tout ce que je fais, peut-être que je vais avoir the big problem. Le truc catastrophique qui va me planter mon projet. J'ai 2 solutions. Soit j'ai rien prévu et je fais « Ah, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ce qui arrive très souvent. Soit je dis « Bon, planter pour planter, qu'est-ce que je peux faire ?» Je passe en situation de gestion de crise. Je prépare cette crise. Je me dis « Je vais passer dans un mode où il va falloir prendre des décisions rapidement. Je vais devoir gérer vraiment des impacts majeurs. Je vais devoir décider très rapidement. Donc, je mets en place quelque chose de spécifique. Si jamais ça arrive, il faut tout de suite que je sois capable de basculer dans la gestion de crise. On en entend souvent parler lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, lorsqu'il y a, voilà. À votre petit niveau, sans que ce soit péjoratif, au niveau d'un petit projet comme le nôtre, on a un fournisseur qui plante, qui est complètement défaillant, qui plante complètement le projet. On est dans la panade au milieu du gué alors qu'on est en train de changer de système d'information. Solution de crise, comment je remets en route l'ancien logiciel rapidement, en attendant de pouvoir trouver un autre fournisseur, donc de gérer la crise un petit peu comme ça dans l'urgence, et surtout en pensant comment je sors de la crise. Qu'est-ce qui fait que je dis je peux sortir de la crise, à quel moment, suivant quels critères, et qui décide. Voilà. Ça, c'est les 7 leviers pour gérer les risques dans l'entreprise et sur vos projets. Alors, c'est simple, c'est de bon goût, c'est juste une petite méthode pour vous donner des idées d'action, hein, non plus, n'allez pas faire des usines à gaz avec ça, mais ça vaut le coup, hein, même sur des projets, voilà, moi j'ai vu des boîtes qui investissaient 50 000 ou 100 000 euros, ce qui était une énorme somme pour elles sur des gros systèmes d'information, qui se retrouvaient vraiment bien plantés parce qu'elles n'avaient juste pas fait cette démarche-là, et que le risque, ou en tout cas l'événement qui s'est produit, qui a planté le projet, était un risque qu'elles avaient tout à fait la capacité d'anticiper, parce que c'est la clé en matière de risque, c'est anticiper et de prévoir soit une surveillance, soit des protections, des précautions, des actions de réduction ou d'autres modes de travail pour pouvoir faire en sorte que ce risque, s'il se produit, on le gère. Voilà. Il y en aura, de toute façon, des petits, des grands. Le risque majeur qui plante complètement le projet, c'est pas le plus important, mais ça peut quand même être très pénalisant. Donc, voilà sur l'aspect gestion des risques. J'espère que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir aborder comme sujet éventuellement la prochaine fois. Donc, je vous invite à aller voir sur la plateforme, sur le site www.iot.eu nos différentes solutions, nos différents contenus, avec notamment l'entreprise en mode projet, où vous aurez dans le détail toutes les manières, toutes les méthodes dont je vous parle un petit peu brièvement dans les vidéos, avec des outils adaptés prêts à l'emploi. Et puis vous aurez aussi la web-série sur le project et la gestion de la relation client. Donc, allez découvrir tout ça et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec les management tips de Mr.